بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, aujourd'hui, on va traiter le chapitre 5 du cours de mécanique rationnelle, géométrie des masses. Donc, dans ce chapitre, on va voir comment déterminer deux paramètres importants de la géométrie d'un solide, que sont le centre de masse, appelé aussi le centre de gravité ou bien le centre d'inertie, et l'opérateur d'inertie, appelé aussi matrice d'inertie. Introduction. Afin de pouvoir décrire la cinétique et la dynamique des systèmes matériels, il est important de connaître la répartition de la matière, la répartition de la masse constituant les systèmes. Ce chapitre a pour objectif de déterminer le centre de masse d'un solide ou un système de solide, de déterminer l'opérateur d'inertie nécessaire à l'étude du mouvement d'un corps solide. Donc, le centre de masse, on en a besoin pour, par exemple, en dynamique, pour la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces égale ma. Donc le A ici, c'est le AG, c'est l'accélération du centre de masse. Donc on a besoin de connaître la position du centre de masse. Comme ça, quand on va étudier le mouvement de translation d'un solide, on va utiliser la vitesse et l'accélération de son centre de masse comme une valeur représentative de la vitesse et de l'accélération de tout l'ensemble. Maintenant, quand il s'agit d'un mouvement de rotation, donc en rotation, les vitesses et les accélérations ne sont pas les mêmes dans le solide, donc elles diffèrent d'un point à l'autre. Donc la deuxième loi de Newton, elle dit que la somme des moments des forces extérieures est égale à l'opérateur d'inertie qui est une matrice multipliée par l'accélération angulaire, gamma. Donc l'opérateur d'inertie, I, c'est une matrice qui remplace en quelque sorte la masse quand il s'agit d'un mouvement de rotation. Donc, quand il s'agit de mouvement de rotation, on utilise l'opérateur d'inertie multiplié par l'accélération angulaire, alors qu'en mouvement de translation, on utilise la masse multipliée par l'accélération linéaire. On va commencer d'abord par définir la masse. Notion de masse. On associe en mécanique classique à chaque système matériel, une quantité scalaire positive invariable appelée masse du système. كمية عددية موجبة ثابتة تسمى كتلة النظام. Elle représente la quantité de matière كمية المادة contenue dans le volume المحتوات في حجم معين et mesurée en kilogrammes dans le système NKS. Donc dans le système mètre kilogramme seconde, l'unité de la masse c'est le kilogramme. Alors il faut savoir que la masse c'est la quantité de matière et elle est invariable. Ça veut dire c'est le poids qui change. Donc le poids, l'wazn, c'est la masse par l'accélération. Quand l'accélération change, le poids change. Ça veut dire si on passe sur la Lune, l'accélération de la gravité de la Lune diminue, elle est par rapport à celle de la Terre. Donc le poids, c'est mg qui diminue, mais la masse, elle restera toujours constante. Alors, système discret. Donc, il est discret, ça veut dire il est constitué de plusieurs masses. Ça veut dire qu'on peut le séparer en plusieurs masses MI. Donc la masse totale, c'est la somme des MI. Il suffit juste de sommer toutes les masses, d'additionner toutes les masses pour avoir la masse du système. Si le système est continu, ça veut dire on ne peut pas distinguer les éléments de masse. Donc il y a une continuité de la matière. Donc là, il faut intégrer. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un ensemble infini de MI. Donc, il faut intégrer sur le volume. Donc, la masse, ça va être défini comme une intégrale sur le volume de ρ dV. ρ étant la masse volumique, du système. Donc, ici, j'écris ρ de P parce que je suppose que la matière n'est pas homogène. Mais donc, il y a plusieurs matières, le corps est constitué de plusieurs matières, donc il faut le ρ ici est variable. Mais par la suite, on va travailler avec un ρ constant. Ça veut dire que l'on va considérer que la matière ou bien le corps est homogène. Donc, ρ, c'est la masse volumique du point P. Donc, si le système est continu et qu'il est constitué d'un volume, la masse, c'est l'intégrale de ρ fois dV. Alors maintenant, si le système est une surface, c'est le cas des plaques minces, par exemple des feuilles de tôle ou bien des feuilles de bois. Donc, on achète généralement les feuilles de tôle au mètre carré.
mais pour connaître leur poids, on a besoin de connaître leur masse surfacique. الكتلة مساحية. Donc, pour calculer la masse, on doit intégrer la masse surfacique par ds. ds étant l'élément de surface. Donc, chaque point P est entouré par un élément de surface ds. Donc, et ce ds-là, il a une masse surfacique. Donc, c'est la densité surfacique ou bien la masse surfacique, c'est des kilogrammes par mètre carré. Donc, avant, c'était la masse volumique, kilogrammes par mètre cube. Ici, c'est des kilogrammes par mètre carré. Alors, la même chose, un troisième type de masse qu'on peut rencontrer, ou bien de corps qu'on peut rencontrer, c'est les corps en forme de courbe. C'est le cas des câbles et des fils et des cordes. Donc, généralement, quand on achète une corde, on l'achète au mètre linéaire. Et pour connaître le poids de la corde, donc on a besoin de la masse linéique ou la densité linéique, الكتلة الخطية أو الكثافة الخطية du câble. Donc si vous connaissez la densité linéique du câble, il suffit de multiplier la densité par sa longueur pour avoir son poids, sa masse, pour avoir sa masse. Donc lambda c'est la densité linéique au point P. Donc si j'ai la densité linéique, je peux écrire que dm, l'élément de masse ici, c'est lambda dn. La même chose ici, l'élément de masse, c'est sigma fois ds. Et avant, on avait l'élément de masse qui était ρ fois dv. Donc, remarque, la densité est constante dans les systèmes homogènes, en devenant mutajanisa. Donc, par la suite du cours, on va supposer que notre corps est homogène, il est homogène, ça veut dire que les densités ρ, sigma et lambda sont constantes. De ce fait, on peut les extraire du signe intégral. Alors, centre de masse d'un solide, ou bien le centre d'inertie. Donc, on l'appelle le centre de masse, le centre d'inertie, ou bien le centre de gravité. مركز الثقل أو مركز العطالة. Le centre de masse d'un système matériel S est défini par le point G, tel que l'intégrale de GPdm égale à 0. Donc, c'est la définition mathématique compacte du centre de masse. Alors, d'où vient cette définition? Donc, c'est très simple. Donc, dans le cas, si vous avez un point matériel, donc son centre de masse, c'est le point matériel lui-même. Maintenant, si vous avez deux points matériels, donc deux points matériels, le centre de masse est au milieu. Donc, si le premier point, il se trouve en M1 et le deuxième point se trouve en M2, donc, pour calculer le centre de masse, il faut avoir Gm1 fois M1, la masse M1, plus Gm2 fois la masse M2 égale à 0. Donc, si les masses sont égales, donc j'aurai Gm1 plus Gm2 égale à 0. Donc, c'est la même chose. Donc, on va dire que si j'ai deux points, donc l'un au point P1 et l'autre au point P2, donc le centre de masse G est au milieu, il vérifie la relation Gp1 plus Gp2 égale 0. La même chose pour 3 points, pour 4 points, pour 5 points. Donc, pour une infinité de points, j'aurai la somme des GPI égale 0, ou bien l'intégrale sur toute la masse du système de GPdm égale à 0. Alors, cette définition mathématique compacte n'est pas utile, ou bien n'est pas pratique pour le calcul de G, parce que ce dont j'ai besoin, c'est de connaître la position de G par rapport à mon repère. Donc, j'ai besoin de connaître OG. Donc, c'est le vecteur OG qui définit la position de G. Alors que le point P, c'est un point qui se déplace dans le solide. J'en ai besoin pour intégrer. Donc, je dois séparer le G qui est un point indépendant indépendant de l'intégrale. Ça veut dire que il est constant. Je vais le séparer du P qui est un point qui se déplace dans le solide, donc qui est variable. Alors, je vais poser que OP, le vecteur OP, c'est XI plus YJ plus ZK par rapport à une base orthonormée et un repère XYZ d'origine O. Et je vais poser que OG, c'est XGI plus YGJ plus ZGK. Donc, OG est constant, OP est variable. Donc, je vais écrire l'intégrale de GPdm, qui est égal à 0. C'est l'intégrale de GO plus OP. Donc, je fais intervenir le O entre le G et le P, dm. Alors, comme OG,
GO est un vecteur constant, je peux le faire sortir de l'intégrale. L'intégrale de dm, c'est m. Donc, j'aurai m intégrale, m fois GO, plus l'intégrale de OP est égale à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Donc, je vais transposer le MGO de ce côté-là. Il deviendra un MOG. Donc, je multiplie par un moins 1. Donc, MOG est égal à l'intégrale de OP dm. À la fin, j'ai OG, le vecteur recherché, est égal à 1 sur la masse fois l'intégrale de OPDM. Voilà. Maintenant, j'ai une intégrale. Donc, j'ai fait sortir le G. Donc, cette équation, cette définition, ou cette définition intégrale du centre de masse, c'est la définition qu'on va utiliser de façon pratique pour calculer G. Parce qu'ici, c'est un vecteur. Donc, j'aurai trois composantes XG, YG, ZG. Et ça, c'est un vecteur qui a trois composantes X, Y, Z. Donc ici, pour calculer XG, je dois faire 1 sur M intégrale de XDM. Donc j'aurai à calculer une intégrale d'une variable de X multipliée par un DM. La même chose pour calculer YG, la position sur l'axe des Y du point G, ou bien la composante sur l'axe des Y du point G. Je dois faire 1 sur M intégrale de YGDM. La même chose pour ZG, qui est égal à 1 sur M intégrale de ZG dm. Voilà. Donc, les coordonnées du centre de masse sont XG, qui est égal à 1 sur M intégrale de XDM, YG est égal à 1 sur M YDM, et ZG est égal à 1 sur M intégrale de ZDM. Maintenant, pour calculer ces intégrales-là, je dois voir quel type de solide est à ma disposition. Ça veut dire si j'ai un volume, ou bien une surface, ou bien une forme de courbe. Un solide en forme de courbe. Si le solide est un solide volumique, ça veut dire tridimensionnel, je vais dire que dm c'est un rho dv. Si le solide est un solide, une forme surfacique, je vais dire que dm c'est un sigma fois ds. Et si le solide est unidimensionnel, je peux dire que dm c'est lambda fois dl. Donc, après avoir remplacé le dm par la densité que multiplie dv ou ds ou dl, donc je vais intégrer directement sur des coordonnées puisque les densités sont constantes. Donc, je vais les faire sortir du signe intégral. Donc, remarque, si la masse est homogène, le centre d'inertie de masse est confondu avec le centre d'inertie de volume. Alors, ça, c'est une remarque importante. Ça veut dire que le centre de masse n'est pas toujours confondu avec le centre d'inertie du volume. Alors, le centre d'inertie de volume ou bien de surface, c'est le centre géométrique. Ça veut dire pour un cercle, pour un disque circulaire, le centre géométrique est au milieu. Mais si le disque est constitué de plusieurs densités différentes, donc le centre de masse, lui, il va se décaler du centre géométrique. Alors, si le corps possède un axe de symétrie, alors G est sur cet axe. Ça, c'est un constat qu'on peut remarquer facilement à partir de ces équations. Ça veut dire si, par exemple, le X est un axe de symétrie, ça veut dire que la masse est répartie équitablement de part et d'autre de X. Donc, forcément, XG égale à 0. Donc, si je calcule l'intégrale de x dm, donc j'aurai des dm qui auront pour coordonnées x et d'autres dm qui auront pour coordonnées moins x, parce que x est un axe de symétrie. Donc, xg est égal à 0. Donc, YG va, donc si je suis dans le plan par exemple, donc YG va se retrouver sur l'axe x, forcément. Donc, si vous avez un solide qui possède un axe de symétrie, sachez d'avance que le centre de masse est sur cet axe-là. Centre de masse d'un solide composé. Donc, si on a un solide tel que ce support en V par exemple, c'est une pièce mécanique. Donc, si le solide est constitué de plusieurs solides, c'est le cas ici par exemple, nous avons 7 pièces qui composent cet ensemble-là. Donc, si je veux connaître la position du centre de masse de l'ensemble, sachant la position du centre de masse des différentes pièces, donc je peux utiliser la formule suivante.
Donc OG, la position du centre de masse de l'ensemble, c'est égal à la somme des OGI, donc la position des centres de masse de chaque pièce, fois la masse MI de chaque pièce sur la somme des MI. Donc la somme des MI, c'est la masse de l'ensemble, la masse totale. Donc ça, c'est une formule qu'on utilise pour calculer le centre de masse d'un solide composé. Donc en quelque sorte, c'est une position moyenne, parce que là, je prends le centre de masse de chaque MI, je multiplie la position du centre de masse de chaque MI par sa masse et je divise par la masse totale. Donc si vous voulez, c'est la position moyenne des centres de masse. C'est le centre des centres de masse. Alors, on décompose le vecteur OG en trois composantes. Donc XG, ça va être la somme des XI fois MI sur la somme des MI. YG est égal à la somme des YI-MI sur la somme des MI. Et ZG, ça va être la somme des ZI-MI sur la somme des MI. Donc, n'oubliez pas ici, c'est les XI et les YI et les ZI, c'est les coordonnées des centres de masse des pièces. Donc, il fallait écrire ici, n'oubliez pas que c'est un XGI. Donc, XG de la pièce I. Celui-là, c'est le YG de la pièce I, et celui-là, c'est le ZG de la pièce I. Voilà. Maintenant, on va voir deux théorèmes qui permettent de calculer le centre de masse en utilisant une formule très simple. Donc, c'est les deux théorèmes de Guldin. Donc, Paul Guldin est un mathématicien suisse qui a vécu entre 1577 et 1643. Alors, le premier théorème de Guldin, il est très simple. Donc, Monsieur Guldin, il vous dit que si vous avez un corps sous forme d'une corde ou sous forme d'une courbe, si vous avez un solide qui a une forme de courbe et la longueur du solide c'est L, donc pour connaître sa position, la position du centre de gravité de ce solide-là par rapport à un axe delta, donc il suffit de faire tourner ce corps-là autour de delta pour obtenir une surface qu'on va appeler S de delta. Donc S de delta, c'est la surface obtenue en faisant tourner la courbe L autour de l'axe delta. Donc la position du centre de masse RG, c'est la distance entre le centre de masse de la courbe et l'axe delta. Elle est donnée par une formule très simple, c'est la surface obtenue en faisant tourner la courbe de 2π sur 2π que multiplie la longueur de la courbe. Donc S delta, c'est la surface produite par la rotation de la courbe de longueur L autour de l'axe delta. Donc ça, c'est le premier théorème de Guldin, utilisé pour calculer le centre de masse de courbe, de solide en forme de courbe. Alors, il faut savoir que le théorème de Guldin, souvent, il est utile pour calculer non pas la position du centre de masse, mais pour calculer les surfaces. Donc, si je connais la position du centre de masse d'une courbe L, donc il suffit de faire le produit de πL par RG pour avoir la surface. Et pour pouvoir utiliser le théorème de Guldin, la première des choses, c'est de savoir calculer S. C'est-à-dire, si on ne sait pas calculer la surface obtenue en faisant tourner la courbe autour de delta, donc vous ne pourrez pas utiliser le théorème de Guldin. Donc, le théorème de Guldin est utilisé pour calculer le centre de masse de courbe dont la surface produite, elle est calculée de façon simple, ou bien elle est évaluable. On peut l'évaluer sans difficulté. Alors, le deuxième théorème de Guldin, donc ça concerne les volumes et les surfaces. Maintenant, au lieu d'une courbe, j'ai une surface S, et la position du centre de cette surface, il est distant de RG, de l'axe delta. Et je cherche à connaître la valeur de RG. Donc, je vais faire tourner S autour de delta, je vais obtenir un volume. Donc, ici, le volume est ouvert pour vous montrer que je fais tourner la surface autour de delta de 2π. Donc, la valeur obtenue, le volume obtenu, il suffit juste de le diviser par 2πs pour avoir la valeur de RG. Et inversement, si je connais RG
et je connais S, je peux calculer le volume obtenu en faisant tourner S autour de delta. Donc c'est pratique pour calculer des volumes de forme particulière. Ça veut dire si vous avez une forme de section, si vous avez une section carrée ou bien une section en forme de demi-disque, donc vous la faites tourner autour d'un axe, vous obtenez un volume. Alors ce volume-là, ce n'est que 2πs fois Rg. Alors encore une fois, le deuxième théorème de Guldin est pratique si on sait calculer le volume. Maintenant, si on ne sait pas évaluer le volume par une technique mathématique ou bien par approximation, donc le théorème de Guldin est inutilisable. Voilà, ceci termine la première partie du chapitre 5 dédié à la géométrie des masses. Et merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.